Visite d'État du président Alassane Ouattara du 2 au 8 juillet prochain dans le nord du pays. Korogo, la capitale du Poro, fait sa toilette. Dans cette édition, nous ferons une incursion dans les vergers de mangue de Korogo. La région du nord de la Côte d'Ivoire produit en effet plus de 80% des récoltes au niveau national. Et puis au Brésil, 10e jour de contestation dans les rues, les maires des grandes villes sursoient à l'augmentation du coût du transport public. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Les premiers logements sociaux devraient être disponibles avant la fin de cette année, assurance donnée hier par le ministre en charge de la construction. C'était au cours du Conseil des ministres qui a aussi déterminé les dates des municipales et des régionales dans les circonscriptions où le scrutin du 21 avril dernier a été invalidé. Les détails avec Jérôme Kofi Aboulin. Comme au football, le Conseil des ministres de ce mercredi 19 juin 2013 a duré 90 minutes, précisément entre 10h30 et 12h. Lieu de la rencontre, le palais présidentiel, comme la plupart du temps. Les sujets traités au cours de cette réunion, il y en a eu à foison, mais deux à retenir au terme du point presse habituel consécutif au Conseil. D'abord, la reprise des élections municipales et régionales dans certaines localités, scrutin partiel prévu le 21 juillet 2013, comme indiqué par le porte-parole du gouvernement. Ces élections partielles vont concerner les circonscriptions électorales de Anyama, de Bétier et de Doropo, en ce qui concerne les municipales. Et ces élections vont concerner la région du Thiologo, en ce qui concerne les élections régionales. Les élections ont lieu à la date du 21 juillet 2013. La campagne électorale est ouverte le samedi 13 juillet à 0h jusqu'au vendredi 19 juillet à minuit. Ensuite, le projet de construction de logements sociaux ou économiques, un projet si cher au président de la République, Alassane Ouattara, toujours au dire du ministre Bruno Nabagné-Koné. Un compte-rendu relativement détaillé a été fait par le ministre donc en charge de la construction qui montre que les choses avancent bien parce que les entreprises promotrices en matière de logement qui étaient candidates pour construire ces logements ont été retenus. Donc il y a 46 promoteurs qui ont été retenus et 256 constructeurs. Et comme nous l'avons dit précédemment, ces constructions concernent Abidjan, mais concernent également l'intérieur du pays. Et donc tout est mis en œuvre pour que les premiers terrassements se fassent dès la fin de la saison des pluies et que les premières maisons témoins soit présentable avant la fin de l'année. Comme vous le savez, c'est un programme très important auquel le chef de l'État attache beaucoup de prix. Et puis avant de prendre congé, le porte-parole du gouvernement a évoqué en termes de divers la récente visite du chef de l'État au Gabon visant au renforcement de la coopération bilatérale et celle à effectuer au Cameroun du 24 au 25 juin 2013 pour plancher sur un sujet poignant, la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, un sujet qui, comme on le voit, concerne aussi la Côte d'Ivoire. Le président de la République, nous le disions en titre, doit effectuer une visite d'État dans le nord du pays. Visite prévue du 2 au 8 juillet prochain. Dans sa tournée, il se rendra à Korogo, la capitale de la région du Poro. La ville est donc en plein travaux afin d'assurer un accueil digne au chef de l'État. Notre reporter Alvor Assa est sur le terrain. Suivons son constat. Korogo, la capitale de la région du Poro au nord de la Côte d'Ivoire, est une ville qui a aujourd'hui fière allure. Plusieurs rues de cette grande ville du nord du pays qui étaient difficilement praticables ne le sont plus aujourd'hui, grâce au programme présidentiel d'urgence. De l'avenue William Tolbert à la rue des Banques, des rues en face de la grande mosquée, de la piscine municipale, de la mairie, de la préfecture et bien d'autres, toutes ces rues sont bitumées à la satisfaction des populations. On n'est plus encombré par la poussière. Bon. Quand tu t'habilles même et puis tu sors à tout blanc là,
Tu vois la poussière, avant de rentrer chez toi à la maison, tu vois que tous les habits sont salissants. Donc maintenant, bon, ça va un peu. Ça va un peu, en tout cas, ça va. Seule fausse note pour les panneaux de signalisation et surtout les feux tricolores qui n'existent plus dans la ville. Pourquoi on roule en désordre ici? À cause du manque de feux tricolores. Pour les travaux de voirie dans la commune de Korogo-Ziba Blaise, directeur technique de l'une des entreprises qui les réalise soutient que les chantiers sont avancés à 80%. Ils s'achèveront avant la visite du président de la République Alassane Ouattara au nord du pays. Nous avons commencé fin mars, avril, mai, juin, donc ça doit finir pratiquement à la fin de ce mois-là. Voilà. Donc nous tirons le chapeau à ceux qui ont financé ce projet-là. Et surtout aujourd'hui, Korogo a fier à lui. Vous avez constaté qu'il y a un peu de revêtement un peu partout. Tous les grands artères sont revêtus. Vous avez aussi rencontré les padés la nuit. Il y a vraiment Korogo à Pau-Neuf. C'est vraiment une fierté pour tous ceux qui résident à Korogo, pour tous ceux qui sont de Korogo, et je crois qu'une fierté même pour la Côte d'Ivoire. Ces travaux sont supervisés par le Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Que ces travaux se réalisent selon les règles de l'art et qu'ils sont de bonne qualité. Et nous qui sommes chargés de la supervision, et donc nous réalisons des essais, notamment au niveau du labo, pour vérifier notamment la qualité des matériaux qui sont mis en œuvre. Fofana Yakuba invite les populations de la commune de Korogo à participer à l'entretien de ces rues aux côtés des autorités pour éviter qu'elles se dégradent rapidement et que Korogo demeure fièrement la capitale de la région du Poro. Et plus tard dans ce journal, nous retournerons à Korogo dans l'univers de la culture de la mangue. Mais avant, évoquons d'autres sujets, dont la Journée mondiale des réfugiés. Elle est célébrée le 20 juin chaque année depuis 2001. Elle a pour but de sensibiliser le public à la cause des réfugiés. Pour cette édition 2013, les Nations Unies appellent à un plus grand soutien des personnes en exil. L'ONU, rappelons-le, annonce plus de 45 millions de réfugiés dans le monde. Marie-Laure Ngoran. Les engins à 2 roues, nouveau moyen de transport très courant dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Le système des mototaxis sort de l'ordinaire. Certaines personnes les trouvent avantageuses car là où les taxis passent difficilement, la moto circule aisément. Si tu es pressé, tu prends un mototaxi pour pouvoir arriver vite. D'autres n'y sont pas favorables. Chaque fois, il y a des accidents de moto. C'est mortel, comme les pieds cassés, les bras cassés. Donc, pour ça, il préfère à son âge prendre un taxi voiture. Les mototaxis prendraient-elles la place des taxis à Korogo? L'hypothèse n'est pas à écarter, vu le nombre élevé des 2 roues ces dernières années. Ça ne marche pas. On n'arrive même pas à faire 5 000, peut-être des fois 3 000, 2 500 à la rigueur, après carburant. Tout semble indiquer que les jeunes filles tirent une fierté à s'asseoir sur une moto. Pour Salif, conducteur de moto-taxi depuis 4 ans, les affaires marchent difficilement. Il est vrai que les motos font partie intégrante de la vie des populations de Korogo et pourtant, il faut craindre des accidents. Donc il y a un musée qui est devant nous. Ça dit, lui-même, il ne sait même pas lui il partait là, il a embrouillé. Donc nous, on voulait partir à la gauche, lui il a pris gauche là. On veut retourner à la droite, il a pris la droite encore, là qu'il y a Poté qui était là-bas. Donc c'était franchement que... On ne sait même pas où nous on devait partir maintenant. Donc c'est un congé et puis nous on est tombés. Les mototaxis sont bien connus dans certains pays frontaliers. En Côte d'Ivoire, ils ont fait leur apparition en 2002. Le phénomène s'est vite développé dans le pays. Comme vous avez pu le corriger de vous-même, on était encore à Korogo avec les motos-taxis. Nous y reviendrons tout à l'heure pour la culture de la mangue, comme je le disais. Mais avant, sachez que demain s'ouvre ici même à Abidjan le 4e forum des marchés émergents sur l'Afrique. La rencontre a pour objectif de réduire les inégalités entre les pays. Un aperçu de son contenu avec Jean-Jacques Kwame. Le forum des marchés émergents UMF en abrégé va réunir les leaders des gouvernements et du monde des affaires au niveau international afin de débattre des questions économiques, financières et sociales auxquelles les économies émergentes sont confrontées. Son objectif est de réduire les inégalités entre les pays en facilitant l'échange d'expériences, les débats politiques et l'engagement du secteur privé pour atteindre le développement durable. Selon le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Bakri Touakeuse,
Pour la Côte d'Ivoire qui ambitionne d'être un pays émergent à l'horizon 2020, ce forum qui s'ouvre ce vendredi à Abidjan est une chance. Nous allons beaucoup apprendre aux côtés de toutes ces personnalités de référence. Nous aurons aussi l'occasion dans les débats de les situer sur les efforts que nous faisons. Il y aura des sessions qui auront lieu, notamment la session sur la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre donc la vision qui a été définie dans l'étude. Et cette session sera donc présidée par le président de la République, qui aura également l'occasion de faire un discours magistral à l'Hôtel Ivoire vendredi après-midi. Les experts, environ 100, vont également plancher sur les conclusions du nouveau rapport du Forum des marchés émergents Afrique 2050, réaliser pleinement le potentiel du continent. Outre les conclusions de ce rapport, 5 thèmes seront soumis à réflexion. La vision Afrique 2030, la stratégie pour réaliser cette vision, la démographie, l'inclusion, l'équité et la bonne gouvernance. Et on poursuit avec les sujets économiques. Les institutions de microfinance présenteront bientôt un visage plus sain en matière de gestion. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, s'y attelle. Un plan d'action 2013-2016 est en attente de réalisation et l'information a été donnée récemment au siège de la BCEAO à Dakar, au Sénégal. Adama Koné nous en dit plus. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest prépare un grand coup de balai dans le secteur de la microfinance. Un plan d'action 2013-2016 vient d'être bouclé. Désormais, les comptables des institutions, les auditeurs des institutions de microfinance devront avoir une qualification. Une qualification minimale sera requise de ces acteurs-là, avec bien entendu un accompagnement de ces acteurs pour que nous ayons une réglementation à la matière qui marche. S'agissant des institutions à l'entrée, là, il est obligatoire désormais d'avoir un minimum de compétences pour pouvoir créer une institution de microfinance. Également, au niveau des organes élus, il est prévu qu'il y ait des compétences qui soient non seulement des compétences requises, mais des compétences complémentaires. Vous aurez des personnes qui ont une connaissance suffisante du droit, à côté de personnes qui ont une connaissance suffisante de la comptabilité et d'autres qui ont une connaissance suffisante de la gestion du crédit ou de la gestion tout court. L'objectif est d'assainir un secteur à fort impact social et qui touche 11 600 000 personnes dans l'espace UEMOA. Si la microfinance est illustrée par de nombreux dérapages, elle reste une solution salutaire pour les exclus du système bancaire classique. Je le trouve moins cher, quoi. Les pourcentages qu'on met. Et puis c'est juste pour travailler. Ça nous facilite le travail. J'ai eu la chance d'avoir un petit crédit avec eux l'année passée et que j'ai remboursé. Je suis actuellement en train de demander le deuxième crédit. Bon, je sais que peut-être d'ici peu de temps, ils vont me l'accorder. Mais seulement ce que je déplore un peu, bon, leur modalité de paiement, c'est ce qui nous fatigue un peu. Les prêts sont faciles, même si vous n'avez pas épargné. En un premier temps, on peut vous donner de l'argent pour faire prêt, afin que vous puissiez faire vos activités. Pour donner toutes les chances de réussite à sa réforme, la Banque centrale compte tracer une ligne de démarcation entre la gestion des structures de microcrédit et l'intervention politique. Ce que la technique peut régler, c'est la sensibilisation des autorités politiques. De faire en sorte qu'on distingue l'opération financière de l'opération politique. Et nous pensons que cette information est passée aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, la microfinance pèse 90 milliards de francs CFA d'épargne mobilisée par environ 1 million de personnes. La CNCE, la Caisse nationale des caisses d'épargne, vient de lancer une nouvelle carte prépayée. Cet outil monétique n'est pas rattaché à un compte bancaire et immédiatement disponible. Son but, booster, selon les initiateurs, la bancarisation des populations ivoiriennes et de la CEDEAO. Noël Niagno. La CNCE, Caisse nationale des caisses d'épargne, s'ouvre à la modernité. Elle met à la disposition de sa clientèle un nouveau produit, la carte Libertis. Elle ne nécessite pas l'ouverture d'un compte bancaire et offre plusieurs avantages. La carte prépayée
est une carte rechargeable non liée à un compte bancaire et qui permet d'effectuer les mêmes opérations qu'une carte bancaire classique. Un enseignement à retenir de cette performance, les banques publiques ont leur place sur le marché bancaire ivoirien. Les banques à capitaux publics bien gérées et ayant une solidité financière ont bel et bien leur place dans le paysage bancaire ivoirien. Tout en prenant acte du souhait formulé par les banquiers, Mme Kabaniale, ministre déléguée auprès du Premier ministre, en charge de l'économie et des finances, a invité population, opérateurs économiques et agents des régies financières à s'approprier ce nouvel outil. Voudrais-je lancer un appel aux populations à venir accompagner la Caisse dans cette nouvelle entreprise. J'invite également l'ensemble des opérateurs économiques à soutenir la promotion de la carte bancaire prépayée afin qu'elle soit disponible partout sur le territoire ivoirien et accessible à tous. J'engagerai moi-même les régies financières à explorer les possibilités d'utilisation de la monétique, notamment de la carte prépayée, dans leurs relations avec les tiers. Une démonstration est venue confirmer les performances de la carte Libertis. Elle est opérationnelle dans les 600 câbles de Côte d'Ivoire et 3000 distributeurs de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Revenons-en à la journée mondiale des réfugiés. Elle est célébrée le 20 juin de chaque année depuis 2001. Elle a pour but de sensibiliser le public à la cause des réfugiés. Et pour cette édition 2013, les Nations Unies appellent à un plus grand soutien des personnes en exil. L'ONU, je le rappelle, annonce plus de 45 millions de réfugiés dans le monde. Marie-Laure Ungoran. Prenez une minute pour soutenir une famille contrainte de fuir. C'est le thème choisi cette année par la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale des réfugiés. Une journée instituée depuis 2001 par les Nations Unies pour sensibiliser le public à la cause des réfugiés. Célébrée chaque 20 juin dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, la Journée mondiale des réfugiés est l'occasion de se souvenir de toutes ces personnes ayant fui leur pays et de leur exprimer un soutien. Le secrétaire général des Nations Unies souligne: les réfugiés quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix. Nous n'avons pas le choix non plus. Nous devons les aider. Fin de citation. Pour l'édition 2013, l'appel est donc lancé aux États pour aider les réfugiés à recommencer une nouvelle vie grâce à la réinstallation, au rapatriement librement consenti ou à l'intégration locale dans le pays d'exil. Pas facile de vivre en exil. Les autorités ivoiriennes, avec l'appui du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, ont favorisé le rapatriement volontaire de réfugiés ivoiriens installés dans les pays de la sous-région après la crise post-électorale. Grâce à ce rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens, dont des militaires, des hommes politiques, des jeunes étudiants, élèves, vivant notamment au Ghana, au Libéria, au Togo, ont pu regagner leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et justement, en Côte d'Ivoire, les efforts se concentrent sur la promotion de la paix, la réconciliation nationale, des efforts qui devraient encourager tous ces Ivoiriens encore en exil à regagner leur pays. Les femmes de Niakara, dans le nord du pays, s'organisent pour lutter contre la pauvreté dans leur région. À l'initiative de l'AFEC, l'association des femmes catholiques de la ville, elles sont plusieurs à avoir suivi une formation sur le leadership féminin et le développement local. On reste avec Marie-Laure Ungoran. La pauvreté, un frein au développement. Les femmes catholiques à Niakara n'en veulent plus. Elles ont mis sur pied une association, l'AFEC, l'association des femmes catholiques de Niakara, mise sur l'unité, l'entente, la solidarité, surtout la formation pour venir à bout de la pauvreté. À l'initiative de l'AFEC, plusieurs femmes issues du milieu rural ont pu bénéficier d'une formation sur le rôle du leadership féminin dans le développement local. La conférencière Traoré Nathalie Koné, présidente du CEFSI, Centre féminin pour la démocratie et les droits humains, a invité les femmes de Niakara à faire preuve d'initiative privée en développant des activités génératrices de revenus pour sortir de la pauvreté.
L'action des femmes de Niakara est soutenue par les autorités administratives et militaires de la région. Un acte de gala, de la paix et de la réconciliation pour donner le coup d'envoi contre la pauvreté à Niakara a été joué par les femmes catholiques et les femmes des autres communautés religieuses. De son nouveau nom Africa Rice, l'ex-ADRAO, Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest, revient sur ses bases, c'est-à-dire dans la ville de Bouaké. Malgré la crise, les installations d'Africa Rice sont restées intactes grâce à ses agents. Hommage leur a été rendu sous le regard de Kader Sogodogo et de Charles Tato. Les journaliers de Africa Rice, le centre du riz pour l'Afrique basé à Mbé, dans la région de Bouaké, ont été fêtés par leurs responsables. Durant la crise, ils ont contribué à préserver les installations du centre de recherche sur le riz en Afrique, le seul sur le continent. Le représentant régional de Africa Rice, Dr Amadou Moustapha Bey, a traduit la reconnaissance de l'institution à ses travailleurs. Si vous voyez que ce beau site existe encore, c'est parce qu'il a été préservé par les populations qui n'ont pas vandalisé. Et ça, quand même, ça mérite qu'on les remercie. Africa Rice produit depuis sa reprise en 2005 200 à 300 tonnes de semences de qualité supérieure destinées à la culture du riz dans ses 24 pays membres. Avec le retour de la paix et de la stabilité, la normalisation de toutes les activités est en vue. Le 3 septembre, il y aura le conseil d'administration qui se tiendra à Abidjan, le conseil des ministres, 2 semaines plus tard, qui va entériner la décision. Nous pourrons officiellement dire que nous pouvons revenir. Mais en attendant, nous sommes en train de renforcer le personnel ici. La reprise totale des activités de Africa Rice en Côte d'Ivoire permettra au secteur du riz de connaître une évolution. La Côte d'Ivoire, il faut le savoir, dépense chaque année un peu plus de 300 milliards de francs CFA dans l'importation du riz. Un peu plus au nord de Bouaké, et là nous retournons dans la ville de Korogo avec Alvorassa. Il nous guide dans l'univers de la mangue, dont 80% de la production nationale viennent de la région du Poro. La culture de la mangue est la troisième grande activité des populations de la région du Poro, après le coton et la nacade. La région produit 150 000 tonnes de mangue par an. 20 000 sont exportées, 20 000 autres sont vendues sur le marché local. Et le reste est produit à perte. Et c'est pourquoi les producteurs et exportateurs souhaitent un appui pour que les 110 000 tonnes restantes soient transformées sur le plan local. On demande de la transformation. Tout ce qu'on rejette d'être transformé et revendu sur le marché. Et ensuite, on demande aussi à l'État de nous aider à traiter les vergers. Voilà, parce que les exportateurs ne peuvent pas tout faire. À chaque campagne, au moins, c'est 10 milliards qui rentrent dans le Nord. La campagne seulement, en 3 mois. La mangue fait vivre plusieurs familles dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cette population de Wolo, sans la mangue, nous, on ne peut pas vivre parce que c'est la mangue qui fait notre tout. C'est comme café cacao. Quand la campagne elle est bonne, on organise tout ce qu'on va dépenser dans l'avenir. Bon, dans l'année, on peut organiser tout dedans. Sanogo Yaya est producteur de mangue à Wolo, village du département de Sinémantiali, une activité qu'il mène avec toute sa famille. Une famille qu'il entretient régulièrement pendant la période de la cueillette pour inviter ses frères et sœurs à travailler avec rigueur. Après la cueillette, les mangues sont transportées sur des sites pour le tri des différentes variétés avant les centres de conditionnement. Les mangues traitées et triées sont ensuite destinées à l'exportation et une partie pour la consommation locale. Le reste, la plus grande partie et qui n'est pas vendue, est bonne, hélas, pour la poubelle, d'où la nécessité de la construction d'une grande usine de transformation locale en Côte d'Ivoire.
Retour ici à Abidjan, une délégation de la Commission interparlementaire pour les affaires des Nations Unies séjourne depuis quelques jours. Elle a échangé avec le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, à l'ordre du jour, la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Léon Brou. Pour la rencontre avec le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, la délégation de la Commission de l'Union interparlementaire pour les affaires de l'ONU avait à sa tête son président, l'honorable Mélégué Traoré. Au centre des échanges, la situation sécuritaire d'ensemble, notamment l'indice de sécurité, les rapports entre les forces armées nationales et celles de l'ONU, le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et la réforme du secteur de la sécurité. Sur ces questions, le ministre en charge de la Défense a fait noter à ses hôtes les avancées. Moi, je pense que les choses s'améliorent très bien. Moi, je suis du Burkina Faso, donc du voisinage. Je peux facilement comparer ce que j'ai vu ici il y a quelques mois et aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. On sent un pays qui se construit, un pays qui fait de gros efforts et c'est d'ailleurs l'une des principales raisons pourquoi nous avons choisi de venir en Côte d'Ivoire. C'est le premier pays francophone d'Afrique que nous visitons. Après le ministère de la Défense, les parlementaires se sont rendus sur le site de l'ADDR, Autorité de désarmement, démobilisation et réinsertion. Et justement, nous nous rendons sur ce site de l'ADDR, c'est à Anyama, avec Victorine Yaoyobwe. Le désarmement des ex-combattants se poursuit. L'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, ADDR, a mis en place un mécanisme respectant les standards internationaux et adapté aux réalités ivoiriennes. Résultat, en 8 mois, 5000 ex-combattants ont été désarmés et réinsérés. L'objectif de l'ADDR pour l'année 2013 est de désarmer 30 000 ex-combattants. Les députés de l'Union interparlementaire en visite sur le site de l'ADDR à Anyama ont pu se rendre compte des avancées. Les parlementaires ont pu aussi échanger avec près de 200 ex-combattants venus déposer volontairement les armes. Je suis venue m'engager pour pouvoir avoir un boulot, quelque chose à faire. J'ai eu à prendre arme. Aujourd'hui, s'il y a un changement, pour moi, que je puisse avoir quelque chose, pour moi, pour survivre. C'est tout mon problème. J'ai un permis de conduire. Ça fait depuis 2009, je ne roule pas. La majorité de ces ex-combattants a déjà appris un métier. Il s'agit donc pour l'ADDR de les appuyer financièrement pour aboutir à leur réinsertion. Hors de nos frontières, pour la tenue effective des élections en juillet prochain au Mali, Pouvoir et Rébellion Touareg ont signé un accord mardi. Il prévoit le déploiement de l'armée régulière à Kidal, la ville du Nord et fief de la rébellion, et le cantonnement des rebelles. Pour que ces deux aspects se mettent en place rapidement, une commission mixte réfléchit depuis hier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un délai de 10 jours a été fixé pour un début d'exécution. L'actualité ailleurs dans le monde, à présent avec des escales en Israël, en Russie, en Turquie, où la contestation s'estompe, et au Brésil. Le Brésil qui connaît son 10e jour de manifestation. Les stars du football, avec à leur tête le roi Pelé, ont commencé à lancer des appels au calme. Les autorités de certaines grandes villes ont quant à elles choisi de revenir sur la hausse des coûts du transport public à l'origine des troubles. Mais la rue est toujours en proie aux violences. Nouvelle journée de contestation au Brésil. 50 000 manifestants mardi soir à Sao Paulo. Certains d'entre eux ont tenté de forcer l'entrée de la mairie, tandis que le gros des manifestants défilait pacifiquement. À l'origine de la fronde, née à Sao Paulo, l'augmentation du prix des transports publics. Plusieurs villes ont déjà réagi en réduisant les prix. Les manifestants s'insurgent également contre les dépenses colossales engagées pour le mondial dans un an, alors que des services publics comme la santé sont sinistrés. La présidente Dilma Rousseff s'est rendue à Sao Paulo pour rencontrer son mentor politique, l'ex-président Lula. En Turquie, alors que le Premier ministre Erdogan s'est réjoui mardi d'avoir mis un terme à la contestation, des incidents ont encore été signalés dans 2 villes du pays. À Ankara, la police a dispersé quelques centaines de manifestants. Depuis l'évacuation samedi du parc Gezi à Istanbul, les autorités ont arrêté plusieurs centaines de personnes. Selon un dernier bilan, les manifestations contre le gouvernement ont fait en plus de 2 semaines 4 morts et quelques 7800 blessés.
Spectaculaire explosion en série en Russie. Pendant près de 8 heures, des détonations ont retenti dans un dépôt de la région de Samara où étaient stockés 11 millions de munitions. Les explosions ont pulvérisé les vitres des maisons et des véhicules dans un rayon de 5 km. Une personne a été tuée et 34 autres blessées. 6500 personnes ont dû être évacuées. De tels incidents sont courants en Russie où les conditions de stockage dans les entrepôts militaires sont souvent rudimentaires. Pléiade de stars et de personnalités du monde entier pour l'anniversaire de Shimon Peres, de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair à la chanteuse américaine Barbra Streisand. Une soirée en l'honneur du président israélien qui fêtera ses 90 ans le 2 août prochain. Shimon Peres, né en Pologne, a entamé sa carrière politique en 1947 aux côtés du fondateur de l'État d'Israël, Ben Gourion. La soirée était organisée dans le cadre de la 5e conférence présidentielle annuelle prévue jusqu'à jeudi. Et voilà, c'est sur cette ère d'anniversaire que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI 1.